Bonsoir mes amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier normand, réalisé sans montage et sans trucage, avec un autofocus autofocant. On fait le point sur les petits singes de la sagesse et les marmottes également de la sagesse qui descendent de la montagne. Cette semaine, et oui, vous allez manger des farines d'insectes, vous allez manger de la viande imprimée en 3D, et vous savez quoi, les hommes de Davos auraient tendance à vous dire que vous allez manger de la merde et vous serez heureux, car tel est leur projet, parce que c'est notre projet. Bienvenue dans ce JT du grenier, un sujet passionnant pour comprendre la crise autour des agriculteurs et la crise agricole actuelle, future, à venir, qui s'en vient, qui va s'amplifier, mes amis, parce que nous sommes confrontés à quelque chose d'absolument immense, gigantesque, dantesque, le projet Farm to Fork, F2F, Farm to Fork, en English, in the text of the Commission Européenne of Bruxelles. Ça veut dire de la ferme à la fourchette en bon français, Farm to Fork, un beau programme marketing. On se dit quand même un truc de la ferme à la fourchette, ça a l'air vachement chouette. C'est de la ferme à la fourchette sans la ferme. Et c'est génial quand même, hein, c'est quand même extraordinaire. La puissance des mots, on pense qu'évidemment de la ferme à la fourchette, ça, de manière implicite, c'est une évidence, on ne se pose même pas la question. On a la ferme. Et bien en réalité, non, il n'y a plus la ferme dans le projet Farm to Fork. Le plan de Bruxelles pour supprimer les agriculteurs et l'agriculture telle que nous la connaissons et changer complètement la chaîne de valeur de la production alimentaire avec, évidemment, toujours les bons sentiments, un objectif contre lequel on n'a pas le droit d'être contre, puisque c'est la neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire extrêmement fort, toujours ce même objectif intermédiaire de 2030, que l'on retrouve aussi bien pour les DPE, le logement, que pour les agriculteurs, que pour la transition écologique et énergétique à peu près dans tous les secteurs. Et donc, je m'en vais vous parler de ce plan F2F, Farm to Fork. Alors, pour 2030 c'est demain, c'est d'ici 6 ans, eh bien on veut réduire les pesticides de 50%. On veut réduire les antibiotiques utilisés de 50%. Alors on est super, enfin, je veux dire, si on peut réduire les pesticides de 50%, faire moins de produits chimiques, moi qui suis un fervent partisan de la permaculture, des modes de culture de haute qualité environnementale, etc. Je peux pas être contre, si vous voulez, hein. Donc je pense qu'on peut tous être pour la réduction des pesticides, des antibiotiques, la réduction des engrais de 20%, et puis augmenter les terres cultivées en bio jusqu'à atteindre 25% de la SAU, qui est la surface agricole utilisée, requalifier 10% des terres en haute diversité biologique, c'est-à-dire réduire les terres cultivées de 10%, pour construire des haies, pour construire des mares, enfin voilà, et donc remettre de la biodiversité. Tout ça, c'est super chouette, on peut être que pour. Le problème, c'est que ça va avoir quelques petites légères incidences menues et variées, et parfois même un peu avariées, vous allez voir, notamment sur la quantité de calories disponibles dans nos assiettes. Donc, une étude d'impact de l'USDA, alors l'USDA c'est United States Department of Agriculture, c'est les ricains, mais c'est les ricains, attention, hein, c'est vraiment le ministère de l'agriculture américaine qui a fait une étude d'impact en disant toute la politique Farm to Fork des Européens, c'est génial pour nous les Américains, on va pouvoir leur vendre plein de productions alimentaires parce qu'évidemment, ils vont, avec leur truc, baisser leur production globalement agricole de 12%. Ils vont avoir, même sur le blé, les grandes cultures, 49% de baisse. Pas si vous vous rendez compte, 49% de baisse sur votre culture de blé. Vos céréales Kellogg's, Tintin les copains. 20% de baisse de la production des autres céréales et une chute des exportations de 16%. Donc aux États-Unis, on se frotte les mains avec ce projet F2F de la Commission européenne. Et alors même en Europe, d'ailleurs, l'étude du Centre commun de la recherche européenne, pareil, un machin officiel
de la communauté européenne, enfin de l'Union européenne, 15% de baisse de l'offre de céréales en moyenne et 14% de baisse de la production d'élevage en moyenne. Regardez, Farm to Fork, c'est un truc que j'ai pris sur le site de l'Union européenne. Donc lutter et prévenir la perte et le gâchis de nourriture, faire de la nourriture une production de nourriture soutenable, un processus soutenable de distribution de cette nourriture, et puis une consommation soutenable de notre nourriture. Bref, tout ça, à force d'être soutenable, ça veut dire manger moins, les enfants, produire moins et manger moins. La stratégie Farm to Fork est au cœur du Green Deal européen visant à rendre les systèmes alimentaires équitables, sains et respectueux de l'environnement. Nous devons repenser nos systèmes alimentaires qui représentent aujourd'hui près d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, consomment de grandes quantités de ressources naturelles, entraînent une perte de biodiversité et des impacts négatifs sur la santé. C'est pas de moi, c'est le texte introductif, le premier paragraphe qui explique pourquoi l'Union européenne lance le projet Farm to Fork. Donc c'est le discours officiel de l'Union européenne sur Farm to Fork. Nous devons repenser nos systèmes alimentaires. Nous devons repenser nos systèmes alimentaires. Ça veut dire, en langage de technocrates et d'europathes de Bruxelles, changer absolument presque tout ce qui fonctionne pour faire autre chose qui ne marche pas forcément. Et ceux qui veulent réfléchir un petit peu à tous ces sujets, vous avez un superbe rapport d'information de nos députés de l'Assemblée nationale. C'est un rapport intitulé sur l'autonomie alimentaire de la France au sein de ses territoires. C'est un rapport de 2021. Vous pouvez vraiment, vous allez sur Internet, vous tapez rapport sur l'autonomie alimentaire de la France, numéro 4786, et vous allez tout de suite trouver, vous allez pouvoir le lire. C'est passionnant, c'est extrêmement complet. Et il y a plein de chiffres très intéressants. Je vous ai mis la source, là peut-être vous pourrez zoomer. Et donc notamment celui-là, la valeur de la production agricole en 2019, la France demeure de loin le premier producteur agricole de l'Union européenne avec 75 milliards d'euros de produits agricoles, selon chiffre INSEE 2020. Notre pays représente à lui seul 18% de la production agricole européenne, même si cette part est en recul. Nous sommes un géant de l'agriculture, ça nous rapporte des milliards d'euros. Ça évidemment permet notre autonomie, pas notre autosuffisance, mais ça participe à notre résilience, à notre autonomie alimentaire, et donc c'est stratégique, vous savez ce que je pense de la politique. À mon sens, l'action politique ne doit avoir que deux objectifs: remplir les gamelles. C'est une image pour dire assurer la prospérité aux gens, aux familles, c'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent manger à leur faim, vivre dignement. Je ne parle pas de grande richesse, je parle de dignité. Donc il faut qu'on remplisse les gamelles, et puis il faut assurer la paix. Voilà, c'est ça l'action politique, c'est extrêmement simple. Un bon politicien, il doit assurer ces deux choses. Pas besoin de chercher très très loin. Remplissons les gamelles, assurons la paix, l'essentiel est acquis. Donc c'est ça, et donc la paix, c'est évidemment la sécurité, le fait qu'on puisse vaquer à nos occupations en toute tranquillité, le fait qu'il y ait de la sécurité juridique, mais aussi de la sécurité sociale, etc. Là aussi, c'est une image à comprendre dans une acceptation large, mais c'est assurer la prospérité, assurer la sécurité, assurer la paix, remplir les gamelles, assurer la sécurité. Donc évidemment, l'alimentation est un sujet fondamental pour le bien-être des populations et de notre population, donc c'est un élément stratégique. Regardez, ça c'est la lente chute de l'agriculture française face au constat établi dans la bâtir une stratégie pour reconquérir notre autonomie alimentaire. Donc vous voyez, ce sont les parts de marché de la France et son rang d'exportateur agricole. Eh bien, on était deuxième exportateur agricole jusque globalement 2006-2007. Et aujourd'hui, nous sommes sixième exportateur mondial, donc on est en train évidemment de perdre du terrain, et ça, c'est dramatique, bien entendu. Alors, lisez ce rapport, et si vous regardez ce que dit ce rapport sur justement la reconquête de notre autonomie alimentaire, etc., donc, ce rapport des députés français dit plein de choses, et puis toutes ces choses, globalement, elles sont assez rapidement en contradiction avec le plan Farm to Fork. Donc une baisse très significative de la production européenne.
Il ne faut pas se leurrer, si on supprime 50% des pesticides, on n'est pas capable d'assurer la même production. Alors après, ça va être variable, excusez-moi, j'ai une poussière dans les yeux, ça va être variable en fonction des cultures, en fonction des moments, en fonction des maladies, des pathologies, etc. Évidemment, tout ça, ce sont des moyennes. Mais on va avoir une baisse très significative de notre production agricole. On va avoir forcément une baisse significative des revenus pour les agriculteurs. On va avoir une hausse des prix pour les consommateurs, puisque s'il y a moins, l'ajustement, évidemment, il se fait par les prix. Donc les ménages français et européens vont payer leur alimentation de plus en plus cher. Une augmentation de nos importations, et une baisse de nos standards de qualité. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce qui va nous manquer, on va l'acheter à l'étranger, d'où d'ailleurs tous les accords de libre-échange qu'on est en train de signer. Et donc on fait exactement la même chose qu'avec de l'industrie. On se part de vertu en disant regardez, nous on ne pollue pas en Europe. Évidemment, on a délocalisé nos usines polluantes à l'étranger, puis on réimporte des produits. Donc nous, quand on achète une trottinette électrique, on dit c'est quand même génial, moi je ne pollue pas, j'ai une trottinette électrique. Sauf que les mines de cobalt, de lithium, etc., c'est les petits-enfants africains qui meurent en allant travailler dans ces mines-là. Et puis la pollution se fait évidemment à l'étranger, nous ne la voyons pas. D'accord? Nous avons délocalisé notre production, mais en délocalisant notre production, nous avons délocalisé, bien entendu, notre pollution. On va faire exactement la même chose. Finalement, ne donnons plus d'hormones à nos poulets, ne leur donnons plus d'antibiotiques, achetons des poulets ukrainiens ou des poulets brésiliens, faisons-leur traverser la totalité de l'Atlantique et la moitié de la Terre pour la viande argentine, brésilienne, etc. Et puis, comme ça, on ne voit pas la pollution, les gaz à effet de serre, et nous, on a un super bilan carbone, et donc évidemment nous allons augmenter nos importations, et donc en réalité nous allons dégrader bien entendu le bilan carbone. Le mieux est toujours l'ennemi du bien. Hausse du bilan carbone, des importations, mais une délocalisation de nos pollutions ailleurs, une baisse de notre autosuffisance alimentaire, une baisse de nos exportations, donc de nos ressources, et donc de ressources alimentaires vers certains pays. Il faut savoir que la France, par exemple, on exporte beaucoup vers les pays du Maghreb. Quid de la stabilité alimentaire des pays du Maghreb si jamais la France produit 49% de blé en moins? Il va y avoir un peu moins de couscous et un peu moins de taboulé en Afrique du Nord. Et moi qui suis un grand fan de couscous et de taboulé, je peux vous dire que ça ne va pas être drôle si on a moins de semoule. Bon, donc ça, ce sont des vrais sujets. Et souvenez-vous, le printemps arabe 2011, les émeutes de la faim. Le petit Bouazizi en Tunisie, le petit vendeur de légumes, etc. Voilà, les pays du Maghreb s'enflamment. Pour plein de raisons, mais le point de départ, c'est évidemment une augmentation très significative des cours des matières premières agricoles qui mettent les gens les plus pauvres et les plus fragiles dans une situation de, pas famine, mais de disette. Et donc, ça devient très compliqué de se nourrir. Et encore une fois, l'action publique, l'action politique, c'est assurer le remplissage des gamelles et assurer la sécurité de sa population. Quand on fait ça, on a fait l'essentiel, encore une fois, de ce qu'on est en droit d'attendre d'une politique et de dirigeants. Alors, évidemment, ils ont la solution, les hommes de Davos qui réfléchissent à tout ça sous le grand patronage du grand mamamouchi Klaus Schwab. Eh bien, c'est l'alternative à l'agriculture selon les hommes de Davos. Eh bien, c'est des farines de blé aux farines d'insectes, d'accord? Donc, on vous prépare, évidemment, on sait, ils savent qu'ils vont écraser la production agricole. Ils le savent. D'accord? Les études d'impact, elles ont été faites. Ils savent très bien quels résultats ça va produire. Et donc, pour compenser cet effondrement des farines de blé, par exemple, eh bien, on va vous faire les bonnes farines d'insectes. Alors ça, c'est les spaghettis aux insectes bientôt dans nos rayons. Le FSA donne son feu vert. Donc le FSA, c'est l'autorité européenne de sécurité des aliments. Et donc, il n'y a aucun problème. C'est sûr, vous pouvez utiliser la farine de verre jaune, me semble-t-il, pour faire vos spaghettis. Voilà, ça sera donc des spaghettis aux œufs et à la farine de verre. Enfin, aux œufs, c'est pas évident non plus, puisqu'il n'y aura plus de poulet, des farines de blé aux farines d'insectes, la nourriture de l'avenir. Bienvenue sur le site de la société Eurocriquet. Eurocriquet, votre première ferme de criquet en Lituanie.
Je sens que je vais adorer ce monde dystopique de Davos. Regardez-moi ce beau futur taboulé à la farine de grillon que vous pouvez déjà acheter entre 14,99 et 26,99 le paquet. Vous choisirez votre option pour choisir votre colis. Ça sera livré directement chez vous. Vous m'en direz des nouvelles. Ça va être excellent. Je suis vraiment définitivement très vieux et je me sens d'un autre monde. C'est vraiment Demolition Man. Hein. Regardez Demolition Man. C'est un vieux cryogénisé qui se réveille dans le futur. Et il a un petit peu de mal avec les changements d'usage, mais c'est pas tout. Vous allez aussi avoir la viande cellulaire, donc à partir de cellules souches et sans animaux. C'est sur le site officiel European Food Information Council. Là aussi, c'est un truc complètement officiel. Un échantillon de cellules souches est prélevé sur un animal vivant. Les cellules souches sont cultivées dans un environnement riche en nutriments, une soupe cellulaire de reproduction cellulaire. Muscles, graisses et tissus conjonctifs se développent dans un bioréacteur. C'est vachement bon, c'est appétissant. Et ces cellules sont séparées et agencées pour construire la viande. Et donc, on va utiliser une imprimante 3D pour vous reconstituer une espèce d'ersatz de steak. Et voilà, c'est génial. Tout ça, c'est prêt, ça existe. Donc là, je vous refais le truc. Je vous laisserai lire. Les nutriments ont besoin d'un. Les cellules trouveraient dans leur organisme qui rapportent des nutriments. Enfin bon. C'est totalement délirant. Et donc, les trois composants principaux puissent se différencier en trois composants principaux de la viande, le muscle, la graisse et le tissu conjonctif. Et après, on va vous réorganiser ça et on va vous faire des steaks de synthèse qui n'ont jamais vu une vache, qui ne proviennent pas d'une vache. Alors, steak de synthèse, poisson de synthèse, enfin voilà, avec les cellules souches, on produit tout. Et on produit tout en usine, il n'y a plus besoin du tout de fermes, d'élevage, d'agriculteurs. Il n'existe plus dans ce monde-là, ce sont des fermes, et ce sont des fermes notamment urbaines que vous pouvez installer en ville, au plus proche des immenses centres d'habitation. Donc, n'importe quoi, vous utilisez tous les sous-sols qui n'ont plus besoin de voitures pour garer les voitures, puis vous transformez ça en usine de production avec des bioréacteurs de cellules souches. Et donc ça donne ça, donc vous pourrez regarder, ça c'est un article de Science et Vie, il y a la vidéo qui est reprise par Science et Vie sur YouTube, vous pouvez aller voir, la viande imprimée en 3D est arrivée pour changer l'industrie alimentaire, c'est un article d'il y a presque un petit peu un an, pas tout à fait un an, d'avril 2023. Cette viande synthétique, vous voyez, on s'amuse même à remettre en blanc du gras, enfin bon voilà. Cette viande synthétique, elle coûte 40 € le kilo, elle est déjà en vente dans plus d'1 millier de restaurants, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni. Alors là, cette société, c'est Aleph Farm, et Aleph Farm, elle travaille avec, donc ils ont leurs influenceurs, etc. Bon, il y a derrière toute une propagande et une mécanique qui va se mettre en place pour que vous ayez envie de bouffer des insectes, envie de bouffer de la viande de synthèse à la cellule produite en bioréacteur, et puis que vous ayez envie, quand vous ne pouvez pas vous payer tout ça, en plus d'être vegan et de manger que du boulgour avec du quinoa. Et je sais, vous me direz, c'est excellent quand c'est bien cuisiné, blablabla, blablabla. Moi, je ne suis pas une poule, je ne mange pas que des graines. J'ai besoin de manger et d'avoir une alimentation diversifiée, de manger des graines, évidemment, mais pas que, des fibres, mais pas que. Donc, c'est un équilibre alimentaire, donc on a besoin de différents types de protéines. En France, donc avec le chef américain Marcus Samuelsson comme ambassadeur global d'Aleph Farm, donc pour vous montrer qu'on peut faire de la grande cuisine. Alors vous irez voir sur leur site internet, c'est merveilleux, c'est super beau. Et en France, nous travaillons avec le célèbre boucher Olivier Metzger, qui a des corners chez Monoprix, je ne connaissais pas, et qui est spécialisé dans les viandes d'exception. Je suppose encore un professionnel du bœuf de Kobe à 900 € le kilo. Et oui, il faut savoir aimer les bonnes choses. Donc pour le gueux, vous aurez la viande cellulaire, et puis pour les riches, vous aurez le bœuf de Kobe, ou même le bon bœuf français, mais dont la production va tellement se raréfier que ça deviendra comme le bœuf de Kobe, des produits de grand luxe réservés à la caste supérieure.
Cette stratégie est évidemment une arnaque environnementale, hein. D'ailleurs on le sait, la production de viande cultivée nécessite un apport important en énergie, ce qui pourrait poser un problème si des combustibles fossiles sont utilisés pour alimenter le processus de production. Le recours aux énergies renouvelables sera essentiel pour résoudre les problèmes de durabilité. Bref, là vous devez comprendre que il s'agit de déplacer les profits pour les augmenter en changeant complètement la chaîne de valeur alimentaire. On supprime les agriculteurs, on supprime tout un pan de la chaîne de valeur. Donc les agriculteurs, c'est quoi? C'est des gens qui vendent et réparent des tracteurs, c'est des gens qui vendent des pesticides, donc qui vendent des intrants, ce sont des gens des intermédiaires qui rachètent les céréales, etc. Bon, donc vous avez toute une chaîne des transporteurs, donc vous avez toute une chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur, si vous supprimez l'étape agriculteur et que vous mettez tout dans des usines, c'est le monde de Tricatel. Ceux qui se souviennent de ce film de Louis de Funès, je crois Louis de Funès et Coluche, l'aile ou la cuisse, avec Tricatel, c'est ça, c'est l'usine de laquelle tout sort, tout est fabriqué de manière complètement artificielle et synthétique, et donc on ne voit pas un champ, une prairie, rien. Donc vous changez complètement la chaîne de valeur, et évidemment vous accaparez les profits. Alors 2030 c'est demain, et donc c'est la suppression bien entendu des agriculteurs, et c'est le projet F2F, Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, c'est-à-dire de l'usine à la fourchette, d'accord? C'est pas F2F, c'est U2F, donc c'est de l'usine à la fourchette. Et il est là l'immense mensonge, c'est évidemment la suppression de toute cette chaîne de valeur qui était basée sur les agriculteurs, la présence de l'agriculture et l'utilisation de terres agricoles. C'est un mouvement européen, et c'est pour ça que les agriculteurs européens, qui sont tous confrontés au même projet Farm to Fork, sont tous en train de râler parce qu'ils sont tous en train de mourir, mais ils sont tous en train de mourir comme on a fait mourir avec notre transition énergétique sur les voitures, les grands constructeurs automobiles, notamment en Allemagne. Quand on dit qu'on arrête le moteur thermique, c'est évidemment une catastrophe industrielle pour ce secteur. Et donc on est en plein massacre du secteur automobile européen, et donc là il y a un autre massacre au nom de cette neutralité carbone à atteindre en 2050 avec l'objectif intermédiaire de 2030, et bien ce massacre c'est sur les agriculteurs. La production se fera uniquement en usine, un changement total de la chaîne de valeur, c'est ce que je vous disais, plus d'agriculteurs, plus de tracteurs, plus d'engrais, etc., etc. Des profits multipliés et uniquement pour quelques gros industriels de l'agroalimentaire qui vont avoir ces usines-là, une baisse significative de la qualité nutritionnelle de nos aliments. Alors on vous dira que c'est extraordinaire, hein. Le steak de synthèse aux cellules souches cultivé dans un bioréacteur, dans un sous-sol de parking de la Défense, c'est vraiment le top du top. Et alors si en plus avec ça vous mangez des spaghettis et que vous faites des petites spaghettis bolognaises aux farines d'insectes, vraiment vous allez être au taquet, vous allez voir, vous allez être dans une santé fabuleuse. Puis de toute manière, Pfizer s'occupera de vous vendre des compléments alimentaires, n'ayez crainte. Des risques de disette, car cette transition écologique du plan Farm to Fork va se fracasser sur la réalité comme les DPE et déclencher une crise alimentaire majeure, comme les DPE dans le logement sont en train de déclencher une crise majeure évidemment sur le marché locatif. Bref, vous mangerez de la merde et vous serez heureux. Petit clin d'œil à peine humoristique à Klaus Schwab qui proclame depuis quelques années « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ». Donc vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux, et vous mangerez de la merde et vous serez encore plus heureux. Vraiment, non, il n'y a pas à dire, on nous prépare un monde absolument extraordinaire. Bon, bref. Justement, sans transition, mais en transition, le dossier du mois, il est en ligne. Comment construire son propre bunker comme les milliardaires, les milliards en moins? Eh bien, c'est totalement lié, puisqu'on parle là, ici, et je vous parle de résilience personnelle. Et donc, cette résilience personnelle, c'est aussi de la résilience alimentaire. Je vous explique tout, quel est le rôle et l'utilité d'un bunker, quelle est aussi l'image que ça représente, évidemment, les alternatives économiquement pertinentes, les scénarios d'effondrement, et concevoir, préparer sa relation à l'autre, articuler son
patrimoine, emploi et sa localisation, choisir sa localisation, les critères de choix et du bunker au bunker. Voilà, je vous fais un beau dossier là-dessus. Je me suis beaucoup amusé à l'écrire. C'était passionnant de réfléchir à ce sujet-là et de partager des réflexions, des stratégies, des techniques, des approches pour justement se projeter dans l'avenir avec ces grandes tendances qu'on connaît et avec, vous l'avez remarqué, et c'est prégnant, cette transition écologique qui est en réalité une transition énergétique vers d'un monde à l'énergie abondante et pas chère, vers un monde à l'énergie évidemment raréfiée et très coûteuse. Et donc, votre manière d'envisager l'avenir va considérablement peser sur la qualité de vie que vous allez avoir dans les 10 à 20 prochaines années. Donc voilà, c'est vraiment des réflexions fondamentales à mener chacun à titre personnel pour pouvoir vous adapter au mieux. Et évidemment, vous comme moi, nous ne sommes pas des milliardaires. Et donc nous avons des budgets qui sont des budgets contraints, qui sont des budgets normaux, de famille tout à fait classiques. Et donc ce qu'il faut, c'est arriver à faire énormément avec pas beaucoup, et c'est ce que je vous propose évidemment comme type de solution dans ce dossier, et je vous parlerai, et je vous y parle notamment de tout ce que moi j'ai pu faire à titre personnel. Voilà, bah écoutez, les petits pouces pour dire que vous avez aimé, les commentaires pour échanger ensemble. Là-haut, normalement, vous pouvez vous abonner. Vous avez un lien pour vous abonner à la lettre stratégie au dossier. Vous avez accès à l'ensemble des archives quand vous vous abonnez, plus évidemment 1 an de dossiers à venir. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @insolentiae. Vous abonnez gratuitement à la lettre d'information quotidienne du site. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre JT du Grenier. Et je vous souhaite une belle semaine et prenez grand soin de vous les amis. Et faites attention aux steaks d'insectes à la farine de cellules souches. Ça risque d'être indigeste, vous mangerez de la merde, mais vous serez heureux. Salut les copains!